Ça m'a toujours fait rêver, j'ai jamais eu l'occasion de conduire une. Avez-vous un groupe WhatsApp avec d'autres ministres? Je suis en train avec ma femme d'envisager l'achat d'une. Je pense que ça va devenir de plus en plus un objet de plaisir. Ça m'est arrivé de ne pas dormir parce que je. Aujourd'hui, on est avec Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Restez bien jusqu'à la fin de l'interview parce qu'on va vous montrer les coulisses, ses bureaux, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les bureaux d'un ministre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si vous aimez ce genre de vidéos. On démarre. Le 27. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'accueillir ici à Bercy aujourd'hui le média automobile. C'est un plaisir pour nous d'être là avec vous. Nous, on est le média automobile, donc un média 100% digital. On cumule aujourd'hui plus de 133 000 followers. On va faire cette interview en 3 parties. Premièrement, nous allons vous poser des questions sur l'industrie, les questions des internautes. Deuxièmement, nous allons vous poser des questions un peu plus personnelles pour en savoir un peu plus sur vous. Et on finira avec un format oui ou non. Parfait. On démarre. C'est parti. On va commencer avec l'électrique, parce que c'est un grand enjeu aujourd'hui en France. Et donc, on a une première question de l'un de nos abonnés qui demande pourquoi pousser tous les Français à passer à l'électrique, une technologie moins maîtrisée en France, polluante à produire et qui n'est pas forcément la solution. Alors déjà, il faut bien voir qu'on s'est fixé un objectif qui est effectivement en 2035 de ne plus vendre des véhicules neufs qu'électriques, c'est-à-dire des véhicules qui émettent le moins possible de CO2. Ça ne signifie pas que les véhicules qui seront en circulation devront être électriques. Donc ce n'est pas tous les Français. Ceux qui auront un véhicule thermique pourront évidemment le conserver autant qu'il est nécessaire. Pourquoi c'est important? C'est important d'abord parce qu'on a des ambitions climatiques. Vous le savez, le réchauffement de la planète, le changement climatique, ça a des conséquences très lourdes. Et pour ça, on a besoin de décarboner notre économie, c'est le sens de l'électrique. Ensuite, c'est important parce que derrière le véhicule électrique, il y a des emplois industriels, il y a des emplois dans tous les territoires. Il y a des emplois à la fois dans les usines qui fabriquent les voitures, il y a aussi des emplois chez les fournisseurs, et en particulier des usines de batteries. On en a créé en France qui vont être opérationnels d'ici la fin de l'année. Tout ça, eh bien, ça nourrit ce qu'on appelle une chaîne de valeur, c'est-à-dire eh bien, des équipementiers, des fournisseurs et à la fin des constructeurs de véhicules électriques. Les emplois dans les territoires, c'est très important. Et puis le dernier point, c'est que derrière l'électrification, sur le véhicule et puis sur tout le reste, eh bien, il y a un enjeu de souveraineté. Pourquoi c'est un enjeu de souveraineté? Parce qu'aujourd'hui, on est dépendant des énergies fossiles, on est dépendant du gaz, du pétrole que l'on importe. Ça nous coûte très très cher. Les importations d'énergie fossile, c'est à peu près 70 milliards d'euros pour notre balance commerciale, de déficit évidemment. Et surtout, on les importe de pays comme la Russie, comme d'autres pays qui sont aujourd'hui des pays avec lesquels on a des relations très hostiles. Donc pour toutes ces raisons-là, il faut qu'on aille vers l'électrification et c'est le sens des mesures qu'on prend sur le véhicule électrique. Et donc, deuxième question, la loi prévoit qu'à partir de 2035, la production de véhicules thermiques, et donc à essence, sera interdite. Est-ce que c'est réaliste, voire réalisable? Oui, je pense que c'est réaliste. Je pense qu'on peut y arriver. Aujourd'hui, les industriels ont fait d'énormes investissements pour électrifier leur gamme avec des modèles électriques. J'ai visité l'usine de Renault à Douai qui produit la R5 électrique. J'ai visité l'usine de Sochaux, de Stellantis, qui produit des i3008, des i5008. Ces usines, elles produisent des voitures dont tous les composants électriques, le moteur, la batterie, sont produits sur le territoire français. Ça veut dire qu'il s'est passé énormément de choses et c'est grâce à cet objectif de 2035 que toute la filière s'est mise en mouvement. Maintenant, effectivement, il faut accompagner cela. Comment est-ce qu'on accompagne cela? On accompagne ça en soutenant la demande. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les constructeurs, ils sont face à une difficulté, ils ont beaucoup investi, mais la demande en face, elle n'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? D'abord, on déploie des bornes. On a aujourd'hui 2,5 millions qui sont déployés, dont 160 000 pour la recharge sur le domaine public. Et on va aller encore plus loin, puisqu'on a l'ambition d'en avoir 400 000 en 2030 sur le domaine public. Ça, c'est très important pour que les gens n'aient pas peur d'acheter un véhicule électrique et qu'on les rassure sur le fait qu'ils pourront recharger partout. Ensuite, on soutient l'achat de véhicules électriques en maintenant un bonus écologique, en maintenant ce qu'on appelle le leasing social, c'est-à-dire la location solidaire, avec des dispositifs qui sont financés avec de l'argent public pour que les ménages modestes aussi puissent accéder aux véhicules électriques. Et puis, on soutient également le verdissement des flottes professionnelles, l'électrification des flottes professionnelles. Il faut bien voir qu'il y a un véhicule sur deux, neuf, qui est vendu en France et qui est acheté par des flottes professionnelles d'entreprises. Et
trop peu de ces véhicules sont électriques. Donc, on a fait voter en loi de finances pour 2025 des dispositions qui incitent les entreprises qui ont des flottes professionnelles à acheter des véhicules électriques et on voit déjà les premiers résultats. On va essayer de faire ça et on pousse cette proposition au niveau européen. Donc, si on soutient la demande, je pense que cet objectif, il est atteignable. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que les produits français soient moins chers que les produits étrangers? Cela permettrait d'acheter local. C'est un enjeu très important parce que le prix du véhicule, évidemment, ça a un impact énorme sur la décision d'achat. Il faut voir que les constructeurs aujourd'hui ont fait des efforts et que bientôt on va avoir des modèles à moins de 20 000 euros. En 2027, on aura une Twingo électrique à moins de 20 000 euros. Mais c'est vrai que par rapport aux concurrents, les prix restent élevés. Oui, on a aujourd'hui l'ambition de faire en sorte que le contenu local des produits soit mieux pris en compte. Il faut que les véhicules chinois, par exemple, qui arrivent en Europe, soient, par exemple, plus taxés dès lors qu'ils ont une empreinte environnementale plus importante. Pour ça, il y a un dispositif européen qui s'appelle la taxation carbone aux frontières, qui aujourd'hui concerne les matières premières, l'acier qui sert à produire les véhicules, et que nous voulons appliquer aux produits transformés, comme aux voitures. Ça permettra à nos constructeurs de jouer à armes égales avec les concurrents asiatiques en particulier, et chinois, sur le prix. Et puis, on veut, de manière plus générale, faire en sorte d'accompagner la filière dans les innovations qui permettront de faire baisser les prix. Donc moi, je pense qu'on a aujourd'hui des marges de manœuvre. Il ne faut rien lâcher. Il faut rien lâcher en continuant à soutenir les investissements et aussi en se protégeant un petit peu parce que les véhicules électriques chinois, ils sont extrêmement subventionnés et il faut que nos constructeurs soient également soutenus et aidés pour qu'ils puissent jouer à armes égales. Et donc, à présent, on va passer à une question plus axée industrie. Pourquoi laisser des compagnies étrangères entrer au capital d'entreprises industrielles stratégiques jusqu'à ce qu'elles n'appartiennent plus à la France? Pourquoi ne pas en sauver certaines comme ArcelorMittal? Aujourd'hui, la France a les moyens de contrôler l'entrée au capital des entreprises étrangères, l'entrée au capital d'entreprises françaises de la part d'entreprises étrangères. On a une procédure qui s'appelle le contrôle des investissements étrangers en France, qui est une des procédures les plus rigoureuses de tous les pays de l'OCDE et qu'on utilise de plus en plus. On a multiplié par 4 le nombre de contrôles au titre de cette procédure dans les dernières années. Donc on a tous les outils pour ça et on a une doctrine. La doctrine, c'est de ne pas freiner les investissements par principe, parce que les investissements étrangers en France, ils créent des emplois, ils apportent de l'innovation et ils permettent de développer de l'activité. C'est très important et on a une politique d'attractivité à laquelle on ne veut pas renoncer. Mais quand il y a des entreprises qui sont stratégiques, des entreprises de souveraineté, des entreprises dont on pense qu'elles sont très importantes dans une chaîne de valeur, eh bien, on envisage parfois de rester ou de rentrer au capital. On a fait ça pour une entreprise qui s'appelle Alcatel Submarine Networks. Ce sont des câbles sous-marins, c'est très important. Ça, on l'a nationalisé. On a fait ça pour EDF, une entreprise stratégique entre toutes, qu'on a nationalisée. On a fait ça pour certaines activités de l'entreprise Atos, et notamment les activités de supercalculateurs. Donc, on n'hésite pas à rentrer au capital de ces entreprises stratégiques, mais on le fait avec discernement, aussi parce que ça coûte de l'argent public, et parce que si on faisait ça de manière très systématique, eh bien, on dissuaderait les investissements. Sur Arcelor, c'est une entreprise qui n'est pas au bord de la faillite, qui a des projets d'investissement, et c'est ces projets d'investissement qui vont permettre de garantir qu'on garde des emplois en France et qu'on continue à produire de l'acier en France. Nous, notre position, c'est de dire créons les conditions au niveau français en aidant Arcelor à investir et au niveau européen en protégeant la filière sidérurgique pour que Arcelor fasse ses investissements, notamment dans la décarbonation, c'est-à-dire remplacer des hauts fourneaux par des fours électriques. Si on arrive à faire ça, eh bien, il y a un avenir pour l'acier en France et pour la sidérurgie sans avoir besoin de nationaliser Arcelor. Effectivement, l'État prend beaucoup de mesures pour accompagner les entreprises dans la transition vers l'électrification. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a un sondage qui montre que 70% des 18-34 ans veulent encore acheter un véhicule thermique. Et donc, comment l'État accompagne ce changement des mentalités? Comment on arrive à convaincre un jeune? D'abord, je pense que les jeunes sont sans doute plus sensibles que les générations plus anciennes à la question de la transition écologique. Il faut expliquer que le véhicule électrique, c'est bon pour la planète, que c'est bon pour sortir de la dépendance au pétrole, au gaz. Et ça, je pense que c'est un argument qu'on peut entendre. Après, il faut expliquer que le véhicule électrique, parfois, il coûte plus cher à l'achat, et on en parlait. Il faut faire baisser les prix d'achat. Mais une fois qu'on l'a acheté, eh bien, la recharge coûte bien moins cher qu'un plein.
Ça, c'est un argument économique qui peut aussi séduire les jeunes qui ont une problématique de pouvoir d'achat. Et puis, dire aussi que il faut l'essayer. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de faire la promotion du véhicule électrique en inaugurant des dispositifs de bornes de recharge, en montrant que partout en France, il y a des bornes, il ne faut pas avoir peur de tomber en panne parce qu'on saura recharger son véhicule partout, mais il faut aussi tout simplement se mettre au volant. J'avais pas de véhicule électrique, j'avais jamais conduit de véhicule électrique jusqu'à il y a un certain temps, et quand on se met au volant, on se rend compte que c'est super agréable à conduire, que c'est super facile, qu'on s'habitue très très vite au silence, que ça a un couple qui est plus important que le véhicule thermique en termes de performance et au démarrage, et tout ça, ça rend la conduite du véhicule électrique extrêmement agréable. Donc moi, j'ai qu'un message à donner, c'est mettez-vous au volant, regardez comment ça se passe, et vous verrez qu'ensuite, vous allez être accroché. À présent, nous allons passer à des questions un peu plus personnelles pour en savoir un peu plus sur vous. Première question, quel est l'échec ou le moment difficile de votre parcours, personnel ou professionnel, qui vous a le plus appris et en quoi cela influence aujourd'hui votre manière de diriger et de prendre des décisions? C'est un moment personnel, il y a quelques années, j'ai perdu ma maman et je me suis rendu compte, ça s'est passé de manière assez brutale, que, je lui avais pas suffisamment dit, toute l'affection que j'avais pour elle. J'avais pas suffisamment, passé les messages qu'on a besoin de passer, et je pense que ça influence un petit peu la manière dont je travaille. Pour travailler, il faut travailler ensemble. Il n'y a pas de réussite individuelle dans un ministère comme dans une entreprise. Il n'y a que des réussites collectives, et il faut passer du temps à dire aux gens la reconnaissance qu'on a pour leur travail, à dire aux gens, la vision qu'on porte, à la partager, à avoir ces interactions, parce que, le temps passe très, très vite, parfois la vie passe très, très vite, et si on ne fait pas ça, eh bien, d'abord, je pense qu'on passe à côté, d'opportunités, de créer des relations qui sont extrêmement riches, et derrière le travail, il y a pour moi beaucoup de relations humaines, et puis, je pense tout simplement qu'on est moins efficace collectivement parce que la confiance, la reconnaissance, eh bien, ça fait partie, du management d'une organisation, que ce soit un ministère ou une entreprise. Puisqu'on est un média auto et qu'on parle d'auto, est-ce qu'il y a une voiture ancienne ou moderne que vous rêveriez de conduire? J'ai grandi, dans le mythe des petites cartes qu'on s'échangeait, avec les caractéristiques des autos, avec, le couple, avec la vitesse maxi, et qui donnait lieu à des petites batailles, et sur ces cartes, il y en a une qui particulièrement me faisait rêver, c'est la Ferrari F40, qui était un modèle complètement mythique, avec une ligne, très spéciale, avec, des performances extraordinaires, et ça m'a toujours fait rêver. J'ai jamais eu l'occasion de conduire une F40. C'est une voiture qui est maintenant ancienne. Ferrari a fait beaucoup, beaucoup d'autres choses depuis, mais c'est un petit peu le mythe que j'ai en tête, moi, quand je pense automobile. Oui, c'est un très beau véhicule italien. À présent, nous allons passer au format oui-non. Vous devrez répondre par oui ou par non, tout en développant brièvement votre réponse. Et donc, on démarre. Est-ce que vous seriez prêt à rouler uniquement en électrique à titre personnel? Ah oui, complètement, complètement. D'ailleurs, je suis en train avec ma femme, d'envisager l'achat d'une voiture, et on regarde l'électrique. Pensez-vous qu'une voiture peut encore être un objet de plaisir en 2035? Mais non seulement je le pense, mais je pense que ça va devenir de plus en plus un objet de plaisir parce que les voitures progressent, elles progressent sur les performances, elles progressent, sur le confort, sur l'habitabilité, et je pense que le plaisir, ne va pas s'arrêter de sitôt. Croyez-vous que l'hydrogène deviendra grand public avant 2040? Grand public, je ne suis pas sûr parce que, l'hydrogène a besoin de trouver son modèle économique. On se dit que c'est plutôt sur les mobilités lourdes, les camions ou sur les utilitaires qu'il y a un modèle économique. Je ne suis pas forcément sûr que ça s'appliquera aux modèles les plus grand public. Les jeunes Français sont-ils suffisamment formés aux métiers de l'industrie aujourd'hui? On peut progresser, mais il faut surtout que les gens s'orientent, les jeunes et surtout les jeunes filles, parce que moi je pense surtout aux jeunes filles, il n'y a pas assez de jeunes femmes dans l'industrie, qu'elles n'aient pas peur d'aller vers les filières techniques, les filières scientifiques qui mènent au métier de l'industrie. Et donc on y travaille beaucoup. Et puis il faut qu'une fois qu'on a un diplôme scientifique ou un diplôme d'ingénieur, on reste dans l'industrie. On a un enjeu qui est de retenir les gens parce que parfois vous avez un diplôme d'ingénieur et vous allez travailler ailleurs, dans le conseil, dans la finance. Et c'est aussi un enjeu pour que l'industrie continue à prospérer. Et les normes françaises ne sont-elles pas un frein au développement industriel?
Je pense qu'on a besoin de réfléchir aux normes. Ça peut être un frein, ouais, ça peut être un frein, mais il ne faut pas non plus renoncer aux exigences de sécurité, aux exigences de sûreté pour les consommateurs. On le voit, il y a parfois, des voitures ou, des équipements qui posent des problèmes de sécurité et il faut trouver cet équilibre, mais on a besoin quand même d'aller vers plus de simplification, je pense. Est-ce que vous répondez encore vous-même à certains de vos mails? Ah bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà regretté une phrase prononcée en interview? Non, parce qu'en général, j'assume tous mes propos. Généralement, je suis, assez à l'aise avec ce que je dis. Avez-vous déjà regretté de ne pas avoir pris un vrai jour off depuis votre nomination? Ça m'est quand même arrivé, ça fait 9 mois que je suis ministre, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux. J'ai pas de regrets, j'ai l'impression d'être dans un métier, formidable, d'avoir beaucoup de chance, d'avoir beaucoup d'honneur à avoir ce poste, ce métier et donc non, pas de regrets, certainement pas. Avez-vous un groupe WhatsApp avec d'autres ministres? Tout à fait et en particulier avec les ministres de Bercy, autour d'Éric Lombard. Avez-vous déjà fait une nuit blanche en raison du stress politique? Pas du stress, parce que je suis pas quelqu'un de très stressé, mais ça m'est arrivé de ne pas dormir parce que je cogite, parce que je prépare quelque chose, parce que j'ai plein d'idées qui me viennent et qui parfois me réveillent, et qui m'empêchent de me rendormir. Est-ce que vous pensez parfois à tout plaquer et à changer de vie? Ah! Ça peut me traverser l'esprit, mais je pense que, ça va pas se concrétiser très vite parce que j'ai quand même pas mal de travail et je suis très heureux de mon travail. Est-ce que c'est bien d'être ministre? C'est pas forcément un métier que je conseillerais à tout le monde parce que c'est un métier très exigeant, dans lequel on a parfois aussi des échecs, des déconvenues. Mais je pense que c'est un métier qui, donne cette immense satisfaction d'être au service du pays et moi j'aime mon pays, donc j'aime mon métier. Et pour finir, est-ce que vous pensez que l'expression emploi du temps de ministre fait encore sens aujourd'hui? Est-ce que vous avez du temps pour vous? Bah, écoutez, assez peu en fait. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir parlé automobile avec nous. Vous avez éclairci le regard de beaucoup de nos internautes, on espère en tout cas. Et bon courage pour la suite. Eh ben, merci à vous. Un grand salut à vos internautes. Moi, j'ai envie que ce média prospère parce que c'est une super initiative que de mettre l'automobile à portée de tout le monde et en particulier des jeunes. Donc bravo à vous. Ça pas évident de faire des prises et tout, c'est chouette. Vous arrivez à dormir avec Un peu quand même. Vous savez, quand on s'arrête de dormir, on meurt. Donc j'essaie de rester en vie, mais non, mais j'ai la chance de ne pas dormir, pas avoir besoin de trop dormir depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez intense. Là, je suis au Parlement jusqu'à minuit tous les soirs cette semaine sur un projet, sur une proposition de loi. Donc ça prend beaucoup de temps et c'est forcément un peu au détriment du temps de sommeil. Ok. Mais on est payé pour ça et on est très content de le faire. Voilà. Bonjour Sarah. Ça va? Là, vous voyez tous les conseillers qui accompagnent le ministre sur des secteurs. Bonjour Donc, Marie. par exemple, Sarah, c'est sur Marie sur le numérique, Sarah sur un peu tout. Donc là, vous avez la clique qui est ici en tenue, du coup, parce qu'il y a un protocole. Voilà. Parce que monsieur le ministre reçoit le commissaire européen. Voilà. Et là, on est dans mon bureau, qui est un beau et grand bureau, dans lequel il y a beaucoup de dossiers qui s'accumulent parce qu'il y a beaucoup de travail, et puis sur lequel on reçoit plein d'invités de toute nature, avec des chefs d'entreprise, avec des élus, des parlementaires, et c'est vraiment mon lieu de vie. Et vous pouvez regarder d'ailleurs, quand on est ministre, on reçoit plein de cadeaux, avec beaucoup de choses très sympas. Ça, c'est ce que j'ai reçu quand j'ai visité le lycée d'Airbus. C'est un lycée professionnel qui est dans l'usine d'Airbus à Saint-Éloi, à Toulouse. Ça, c'est quand j'ai visité l'entreprise Liber. Ça, c'est quand on a inauguré un nouveau paquebot qui a été construit au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Ça, c'est une lampe de mineur, parce qu'on a voté une loi pour transformer une centrale à charbon en centrale au gaz. Et donc, on nous a fait cadeau de cette lampe de mineur pour montrer qu'il y avait une symbolique du changement du charbon vers d'autres sources un peu moins carbonées. Et donc voilà un petit peu le cadre dans lequel on travaille. Mais vous avez aussi des objets comme les éoliennes, les hélicoptères, les avions. Voilà tout ce qu'on reçoit. Merci beaucoup, c'est un très beau bureau en Ouais. tout cas.
C'est magnifique. Et avec beaucoup de dossiers. Beaucoup de dossiers. Ainsi s'achève notre journée au ministère. C'était vraiment incroyable et c'était un très bon échange. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez aimé ce contenu. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.